Et on va accueillir maintenant le docteur Raymond Yip, qui vient de Hong Kong. Donc je le remercie particulièrement d'avoir fait ce long voyage depuis Hong Kong jusqu'aux Arcs. Thank you for coming, and on behalf of GECO Society, I would like to welcome you and thank you for coming from so far. Merci beaucoup, GECO, pour cette invitation pour vous parler de prothèses de disque et de cet intérêt que je porte au concept de la prothèse viscoélastique par rapport à ce que j'ai vu avec d'autres prothèses. Donc, je travaille à Hong Kong, voilà l'hôpital où j'exerce. Il a plus de 100 ans, cet hôpital. C'est sur une péninsule, donc on a une vue vraiment panoramique. La lordose lombaire, elle intéresse quand même beaucoup de gens et 67% de cette lordose, elle se retrouve au niveau de L4, L5, L5, S1 et elle évolue avec la posture. Et évidemment, on est à risque de détruire la mobilité rachidienne. Et c'est important de préserver la mobilité rachidienne. Quand on est jeune, on a une mobilité des lombaires qui est d'environ 40 degrés, mais ça descend à 25 degrés quand on est plus âgé. Cela dit, la zone lombaire, elle bouge quand même encore pas mal quand on se lève, quand on s'assoit. Alors, vous voyez ici L3, 4, L4, L5, dégénérescence discale qui a exigé une décompression et une arthrodèse avec une chirurgie faite en 2014. Et le patient revient 3 ans plus tard seulement. L'arthrodèse a bien fonctionné, mais malheureusement, on a une dégénérescence des étages sous-jacents et sous-jacents. Regardez ici le disque. En 3 ans, on a cette dégradation et les chirurgiens qui font de l'arthrodèse vont vous dire que non, ce n'est pas provoqué par l'arthrodèse, cette implication des étages sous-jacents et sous-jacents, mais moi je pense que ça a quand même quelque chose à voir. La pression sur les disques lombaires, quand on est debout, c'est à peu près 100 kg. Vous voyez ici. Et quand on est assis, c'est entre 150 et 200. Et quand on commence à lever des poids de 10-20 kg, là, on est à 200 kg de pression sur les disques. Et quand on se penche, c'est 500 kg si on soulève un poids de 10-20 kg. Et donc, évidemment, ces disques lombaires sont soumis à des pressions énormes par rapport au rachis cervical. La rachis cervicale s'en sort un petit peu mieux puisque là, on a des poids à peu près de 5 kg seulement, jusqu'à 25 kg. Quand on commence à bouger la nuque. Donc, les prothèses cervicales ont bien marchent bien. Mais quand même, avec ces prothèses mécaniques, moi, j'avais des problèmes et j'ai arrêté de les utiliser. Donc, vous voyez ici, alors, ce n'est pas évidemment soumis aux mêmes pressions que le rachis lombaire. Le mouvement des disques, on a ce retour élastique du disque vertébral qui n'est pas reproduit par la prothèse mécanique simple. Il y a aussi une compression. C'est le disque qui fonctionne aussi comme un amortisseur. Et on a également une mise en charge de rachis. On dit souvent que 80% passent via la colonne antérieure et le reste via la colonne postérieure.
Mon expérience de la prothèse discale, en 2006, j'ai commencé à utiliser Charité et Prodisc, mais j'ai arrêté parce que j'étais inquiet. Il y avait des rapports d'expulsion de l'implant. Et donc, j'ai recommencé à faire des procédures d'ALIF et d'arthrodèse. Et quand j'ai découvert la prothèse viscoélastique, j'ai recommencé les prothèses discales et j'ai eu de très bons résultats avec cette prothèse viscoélastique. Avec un concept qui fonctionne vraiment comme un ball and socket, on n'a pas de possibilité de compression, on n'a pas de rebond élastique, de retour élastique. On doit s'en remettre à l'intégrité des facettes articulaires. On a donc des problèmes facétaires, on a des problèmes de longévité, on ne sait pas ce qui se passe à long terme. Et donc ça, c'est un problème. Ces prothèses mécaniques, vous voyez à 6 ans ici un cas d'échec avec une rupture provoquée par la quille utilisée sur ce système. Donc, dans ce genre de prothèse, on doit équilibrer les couples de friction. C'est pas évident. Il faut vraiment avoir un alignement parfait. Et si on fait une erreur, on va avoir des luxations. Si bien que ce concept viscoélastique de l'ESP, avec cet amortisseur, avec cette absence d'usure mécanique, avec ce rebond élastique, c'est quelque chose qui est différent et qui a été conçu pour reproduire au plus près le fonctionnement de la vertèbre anatomique. C'est beaucoup plus flexible. Et d'ailleurs, quand on prend la prothèse en main, on a l'impression que c'est assez rigide, mais finalement, c'est plus mobile qu'un disque natif. Alors là, on a quelque chose qui apparaît peut-être trop rigide, et peut-être que lorsque l'implant est trop rigide, on a beaucoup plus de force qui se concentre sur le plateau vertébral. Et là, on n'a pas de problème d'interface avec les prothèses mécaniques parce que ça fonctionne ici, là, plus comme une cage de fusion, d'arthrodèse. Autre implant viscoélastique qu'on a conçu comme une reproduction du disque natif, mais c'est peut-être pas une bonne idée parce que le disque natif, il n'est peut-être pas parfait puisque on voit bien des dégénérescences discales quand même fréquemment. Est-ce qu'on peut déclencher la vidéo, s'il vous plaît? C'est pour expliquer la compression, cette animation. C'est un concept de disque qui reproduit l'anatomie. Mais quand on regarde les fibres, on voit bien que les fibres bougent. Et ça va peut-être finir par s'éroder. C'est un petit peu comme une corde dans une poulie. Si on la soumet à des millions de cycles, on va finir par voir les fibres de la corde s'effilocher et on va forcément avoir des répercussions. Peut-être que le noyau, le cœur, va se désolidariser. Donc ce type de concept qui se veut une reproduction du disque natif n'est pas forcément une bonne idée, puisqu'on sait que le disque natif va être soumis à des dégénérescences. Voilà ici justement des échecs avec ce système. Et là, à 6 mois à droite après l'intervention, vous voyez qu'on commence déjà à avoir une désaxiation. Et puis d'autres exemples, et c'est seulement quelques mois après la pause. On voit que le cœur ici
s'est déplacé, on a une asymétrie et on a ici une spondylolisthésis, un spondylolisthésis. Et là, autre exemple, très peu de temps après l'intervention. Donc, c'est un peu inquiétant. Donc, copier le disque natif, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça, c'est mon patient le plus jeune, 13 ans. Il avait mal au dos depuis 1 an et il avait aussi des douleurs dans la cuisse, une faiblesse dans la cuisse depuis 6 mois. Vous voyez ici cette hernie qui provoque une compression sur la racine nerveuse de L5. Et le L5, l'étage L5-S1 est également atteint. On a cette compression des radiculaires. Et on voit ici cette double hernie. Il a 13 ans. Est-ce qu'on fait une discectomie? C'est ce qu'on a offert à ce patient à l'origine, ou est-ce qu'on lui propose quelque chose d'autre? Alors, on a regardé les clichés de cette patiente. Il n'y a pas de lordose ici, et une décompression simple va peut-être pas suffire. Elle a à peu près 5 degrés de lordose lombaire. Et vous voyez ici que ce n'est pas satisfaisant et elle présente une scoliose. Alors, je ne sais pas si cette scoliose elle a été provoquée par la hernie discale ou pas, mais elle a vraiment voulu qu'on intervienne. Et on lui a donc placé 2 prothèses. Voilà ici le suivi à 2 semaines. Et vous voyez ici qu'on a restauré l'alignement du rachis. Et elle a 13 ans. Autre cas, lombalgie chronique avec douleur dans la jambe. Il a mal au dos depuis 13 ans. Il y a eu une détérioration accrue récemment et puis il y a un engourdissement de la jambe gauche. Voilà ici son IRM. Vous voyez ici une triple hernie L4, L5. Et on a également une implication foraminale. Donc, c'est pas évident d'intervenir. Il y a en plus de toutes petites facettes articulaires. Ça va être très difficile d'agir de manière conservatrice. Voilà ici voilà ici en post-opératoire. Autre patient chez qui la décompression n'a pas fonctionné. On a ici un disque qui est dégénératif en L4, L5. Et on voit ici cette atteinte circonférentielle. Là encore, on est passé par l'avant pour la résection du disque. Voilà, ce sont mes 2 premiers cas. Vous voyez ici 2 prothèses. Et là encore, je voudrais qu'on déclenche la vidéo. C'est un patient qui était en fauteuil roulant auparavant. Et là, c'est le lendemain de l'intervention. Il ne semble pas avoir de gêne. La lordose a été restaurée, et ça c'est important. Et il a gagné à peu près 20 degrés de lordose lombaire. Et puis on a préservé la mobilité. Vous voyez ici en flexion, en extension. On a préservé à peu près 18 degrés. À peu près 9 degrés pour chaque prothèse. Là, voilà une chirurgie hybride. Je voulais avoir une arthrodèse sur 3 étages.
Et le patient a refusé parce qu'il avait déjà eu une prothèse discale que je lui avais posée auparavant. Donc le L4, L5, c'est assez basse. Et on a ici une version importante. Donc j'ai fait une arthrodèse, mais et il a ici aussi une sténose latérale gauche. Vous voyez ici la décompression sur 3 niveaux, sur 3 étages. Alors là, auparavant, je dois dire que ça m'aurait inquiété de mettre une prothèse parce qu'on a une pente sacrée très très marquée. Bon, j'ai fait un scanner à 6 mois et là, l'arthrodèse était bonne, donc c'est plus stable. Les reprises, voilà l'une de mes reprises. Un patient qui est venu pour lombalgie, discopathie. Et ça, c'est mon premier cas de migration. On a eu ici une migration asymptomatique. Bon, il y avait ça avait consolidé dans cette position-là. Mais cette arthrodèse, à mon avis, n'était pas acceptable à long terme. Donc, j'ai repris et voilà ce que je fais pour éviter le balayage des vis. Vous voyez ici à post-op. C'est peut-être que il y avait une dimension, c'était trop gros. Et je me suis aperçu d'ailleurs sur la scintigraphie osseuse qu'il avait une très mauvaise densité osseuse. Un autre cas d'échec chez un patient VIH qui avait déjà eu une laminoplastie et une arthrodèse sur 3 étages, L2, L5. Et ça, c'est vraiment le premier cas d'échec de ce type pour cet implant. Ici, vous voyez cette laminoplastie qui avait été réalisée chez ce patient avec 3 étages arthrodésés et avec une sténose foraminale en partie basse, avant et après intervention. Ça, c'est après l'arthrodèse sur 3 étages. Et puis, il y a cet étage-là, ce segment qui s'est effondré avec une sténose foraminale, L4, L5. Et bon, évidemment, là, un problème avec l'ASD. Et on a mis en place une prothèse. Il y a eu une complication suite à son VIH. Il a présenté une leucémie et il est mort en chemin vers l'hôpital. Il a eu un accident de voiture avec une lésion au niveau cervical et lombaire, avec une fracture de la C2, une fracture laminaire. C'était stable, donc on a fait un traitement conservateur. Et ça a bien consolidé, mais il a présenté une lombalgie. Voilà, ici, l'implant. Et comme il y avait une douleur, on a fait une IRM, on a découvert une masse épidurale. On ne savait pas ce que c'était. Et on avait l'impression qu'on a l'implant qui rentre dans l'os, qui érode l'os. Et c'est pour ça qu'on lui a proposé une reprise de l'étage L5, S1. Et on a fait une arthrodèse. Et voilà, on a découvert qu'on avait eu une rupture de l'implant. Le cœur en silicone avait disparu. Et voilà ce qu'on a retiré. Et donc, on a envoyé cela au labo et au fabricant pour analyse. On n'a pas eu... c'est le premier cas de rupture en 15 ans pour cet implant. Alors, les complications d'abord.
parce que c'est vrai que l'abord n'est pas évident chez certains patients, comme celui-ci, avec une kyphoscoliose sur 3 étages dégénérative. Vous voyez ici, là, c'est sur 2 étages, un spondylolisthésis. Là, au regard de L4, L5, il y a énormément, il y a un paquet vasculaire, et c'est pas évident. Et le plexus lombaire est là, donc un abord latéral, antérieur, n'est pas facile avec cette configuration-là. Donc, j'ai opté pour un abord antérieur. Voilà, ici, L4, L5. Là, c'est un analyse sur 3 étages. Là, c'est simplement pour présenter les complications, rétraction, une lésion de rétraction de l'iliaque gauche commune, de la veine, de la paroi postérieure. On a l'impression que tout va bien. Et puis, là, ici, on voit avec l'écarteur que c'est pas bon. Donc, j'ai fini par faire une suture. La vidéo, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est une déchirure de la paroi postérieure de la veine iliaque. Donc, en effet, on peut être face à ce genre de difficultés. Pour conclure, il me semble que le concept, le design même de la prothèse joue un rôle tout à fait essentiel. On a des problèmes de fixation du plateau vertébral. C'est important d'avoir une stabilité initiale. Et bon, il faut bien préparer le plateau vertébral. Il faut bien resséquer complètement la totalité du disque. Parfois, dans certains cas, on laisse un petit peu de cartilage en place et ça va agir comme si on avait laissé du beurre. Donc, la fixation à long terme est importante et le revêtement HA peut aider. Le design du cœur aussi. C'est pas bien si on est trop lâche parce qu'on peut avoir une usure du cœur et un déplacement. Si c'est trop rigide, il y a trop de contraintes sur les plateaux vertébraux. Et quand on fait une implantation, une pose de cette prothèse à côté d'une arthrodèse qui est très longue, sur plusieurs étages, ça amplifie les contraintes sur l'implant. Et on a plus de contraintes, on le sait, au niveau des charnières lombaires. Et là, c'est vraiment soumis à des contraintes importantes. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr Yip, pour cette présentation impressionnante avec cette prothèse. Je ne suis pas chirurgien du rachis, mais nous avons dans la salle d'éminents spécialistes du rachis. Je suis sûre que Jean-Yves et d'autres auront des questions à vous poser. Je pense que cette présentation est intéressante parce que la chirurgie du rachis est en train de changer beaucoup. On parle plus de 2 ans, 3 ans de recul. La chirurgie du remplacement discal, c'est des séries à 15 ans, plus même, avec des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et ce qui est intéressant chez notre collègue, I shall explain after in English for you, c'est qu'il a eu l'expérience des prothèses mécaniques, les premières prothèses, comme Patrick Tropiano aussi, qui a une grosse expérience des prothèses mécaniques. Et il a migré vers les ALIF, les fusions, donc par voie antérieure. Et il est retourné à la prothèse discale. Donc cette expérience personnelle est vraiment très intéressante. Et évidemment, on a des complications, des soucis, mais on traite des malades qu'on ne traitait pas avant.
et avec des résultats qui sont quand même assez impressionnants. Donc, c'est peut-être difficile à suivre pour des gens qui ne font pas de chirurgie de rachis, mais il faut que les gens qui font de la hanche, du genou, qui traitent des malades très dégénératifs, sachent qu'il y a de nouvelles solutions qui ont maintenant beaucoup de recul. Cette chirurgie était très différente il y a 20 ans de cela. C'était une nouvelle spécialité. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait auparavant. Avec les implants viscoélastiques, maintenant, c'est vraiment quelque chose de différent. Et il faut continuer à travailler, évidemment, pour savoir ce qu'on peut encore faire pour progresser. Avec les implants mécaniques, on a poussé les choses aux limites. On est allé aussi loin qu'on pouvait le faire. Et puis, je crois qu'il faut, eh bien, là aussi, maintenant, avec les prothèses viscoélastiques, voir si c'est possible de repousser encore les frontières ou pas.